Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons évoquer aujourd'hui comment, en violation de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, comment, en violation également de la Charte des Nations Unies, l'influence négative de la franc-maçonnerie en Afrique menace le droit à la vie, en portant atteinte à l'intégrité physique et mentale des populations vulnérables piégées par les grands dictateurs dirigeants d'Afrique, et surtout en accentuant l'extrême pauvreté. Le droit à la vie, c'est le premier droit fondamental par excellence. Il est menacé partout ailleurs, d'ailleurs. Il n'y a pas qu'en Afrique, mais je prends le cas spécifique du Congo. En effet, le droit à la vie est la pierre angulaire de la Charte des Nations Unies, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la Charte internationale des droits de l'homme, qui comprend donc la Déclaration universelle des droits de l'homme, les deux pactes internationaux, notamment celui du droit civil et politique, et celui des droits économiques, sociaux, culturels. Et sans oublier justement la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Les États ne prennent pas suffisamment de mesures pour prévenir et réprimer les actes attentatoires et entraînant la privation de la vie, mais également pour empêcher les pratiques négatives des sectes ou des groupements religieux clos sur eux-mêmes et créés en opposition à des idées et à des pratiques religieuses dominantes. C'est pour ça que je veux parler de la franc-maçonnerie. Et la France donc avec sa franc-maçonnerie, donc les loges mères des loges du Congo-Brazzaville, ont une relation incestueuse avec le dictateur Sassou Nguesso, que les Congolais qualifient de colonialiste et criminel. Au moment où les Congolais ont refusé un référendum constitutionnel en 2015 pour que Sassou parte au terme de ses 2 mandats constitutionnels de 7 ans, mais la France de François Hollande, corrompue à travers les réseaux de la maçonnerie française, a autorisé donc le changement de constitution qui a permis à Sassou de faire une énième fraude électorale. Devant donc Dieu et devant les hommes, Sassou Nguesso avait perdu l'élection présidentielle de mars 2016 en n'obtenant que 8%. Vous savez bien, ceux qui étaient en tête, c'est le général Jean-Marie Michel Mokoko et Guy Brice Parfait Kolela qui auraient pu aller au 2e tour tous les deux. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé. Donc, malgré le grand signal des populations congolaises ayant compris donc la dangerosité du régime de Sassou Nguesso, qui viole régulièrement les droits de l'homme et qui enfonce le Congo dans l'extrême pauvreté, 5 ans après, en 2021, la France d'Emmanuel Macron n'a pas fait la lumière également sur les circonstances du décès de Guy Brice Parfait Kolela le 21 mars 2021. Voici donc 4 ans. Nous disons donc au président français Emmanuel Macron, qui s'apprête à recevoir Sassou Nguesso, que si le lien entre la République et la religion est normal et à conserver, cependant, le lien entre la République du Congo et la franc-maçonnerie n'est plus souhaitable à cause du dictateur Sassou Nguesso qui a piégé cette institution secrète. Et d'ailleurs, nombreux tyrans en Afrique ont piégé la maçonnerie. Donc cette France habituée à se faire corrompre en percevant un pourcentage des ressources non avouables en provenance des dictatures n'a pas compris que les Congolais voulaient tous se débarrasser de Sassou Nguesso, le mauvais gestionnaire et le mauvais homme politique du Congo, réputé paresseux,
criminels et dirigeants pratiquant l'apartheid et la ségrégation régionale. Et aujourd'hui, on tente donc de l'imposer encore comme président légitime du Congo par un autre hold-up électoral en 2026. Après le soutien financier que nous venons de constater de Total Énergie, cette multinationale française continue de piller les puits offshore de la région de Pointe-Noire et du Cabinda, comme nous l'a démontré l'expert angolais Laurent Sokoko. En tout cas, la France est à l'origine des malheurs des Congolais. La France-Afrique et la maçonnerie française sont des chevaux de Troie au Congo-Brazzaville. On y voit comment elles ont corrompu certains Congolais, en particulier les hommes politiques du PCT et de l'opposition, les officiers des forces armées et de police. Ces réseaux mafieux qui s'adonnent à des rapports bestiaux achètent des cadavres pour leurs pratiques. Les actes de la conférence nationale ont été abandonnés, qui prévoient comment recruter dans les services publics. Donc une certaine élite congolaise, sans gêne aujourd'hui, adhère à favoriser le pillage des ressources naturelles en violation des articles 20, 21 et 22 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Personne n'interdit à la France pourtant d'exploiter les ressources naturelles du Congo en toute transparence, en accord avec les textes internationaux, notamment donc la charte que je viens de citer, la Charte africaine des droits de l'homme. Et ceci avec des dirigeants justement librement choisis par le peuple congolais, souverain. Il est temps que la France change sa politique au Congo. Au lieu de soutenir coûte que coûte Sassou Nguesso, ce monstre froid, cet ancien communiste devenu un des plus grands dictateurs de la planète, il a obtenu le permis de tuer de la France, le permis de tuer également de la franc-maçonnerie française. Si la France et la franc-maçonnerie française veulent redorer leur image au Congo-Brazzaville, elles doivent d'abord mettre fin à ces dictatures et ne pas imposer certaines pratiques. Parce que cette dictature est une fabrication française. Et parce que Sassou, comme l'a écrit Gis, c'est le vassal de la France au Congo-Brazzaville. C'est une fabrication française. D'ailleurs, Sassou, lui-même, dans son livre, que je vous présente toujours, qui est sur l'écran, le programme, son livre-programme est donc son projet de société, le manguier, le fleuve et la souris, à la page 166, il dit à la France que je vais remettre de l'ordre dans le pays, que j'ai la volonté de coopérer plus étroitement avec elle et qu'elle est plus que jamais la bienvenue au Congo. Nous avons les hommes et les ressources. Nous avons de quoi fournir du travail à ceux qui veulent tenter leur chance, pas uniquement dans le domaine des hydrocarbures, mais dans l'agriculture, l'exploitation forestière, l'éducation, le commerce. Il dépend donc de la France de donner une nouvelle impulsion à notre coopération dans le sens que je viens d'évoquer. Alors donc, vous comprenez que Sassou, en écrivant cela, il a fait un grand bavardage inutile dans son ouvrage, dans ce chapitre de 15 pages consacré aux coopérations nouvelles, en particulier avec la France. Sassou Nguesso, l'homme qui déclare donc confondre son destin avec celui du Congo, n'a jamais porté un véritable amour pour ce pays, qui lui a tout donné. Aujourd'hui, il se sert 100 fois pire qu'au cours de son premier mandat sur le monopartisme. Ne respectant jamais ses engagements, il a signé des accords secrets avec le Rwanda pour hypothéquer nos terres et nos ressources en violation de la Constitution, de la Charte de l'unité nationale, de la Charte des libertés, des droits et des libertés du Congo et surtout de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Les Congolais manquent de tout. Et Sassou Nguesso, comme le dictateur coréen et Poutine, il n'a aucun compte à rendre à sa population qui croupit dans la misère noire. Et cette extrême pauvreté est une violation des droits de l'homme.
comme le sont d'ailleurs les crimes de sang au Congo et en particulier dans le Poul. Les Congolais considèrent que ce sont des crimes par procuration de la France ou de la franc-maçonnerie française, notamment les loges mères des loges du Congo-Brazzaville, qui ont érigé un mausolée pour Savagnin de Brazza, en guise de temple, malgré l'opposition de la famille de l'explorateur. En tout cas, les pratiques de francs-maçons et leurs déviations sont connues de tous. Donc, comme l'écrit Gis Fortuné Bemba Dombe, en cas de disparition d'un proche, des dirigeants politiques ou des décès des parents de personnes fortunées, les coupables dans la société congolaise semblent connus, les membres des loges ésotériques et des sociétés secrètes. Il s'agit là donc des francs-maçons. Plusieurs hauts gradés de la franc-maçonnerie congolaise, plusieurs illustres ministres et anciens dirigeants politiques, des enfants des ministres et aux cadres sont tous morts en moins de 6 mois. On peut y rajouter 2 épouses des ministres décédés, des mères et pères d'enfants, des ministres ou des personnes occupant de hautes fonctions ou à venir dans les mêmes conditions. Des disparitions brutales. Donc poursuit Ndombe, Mbemba, Fortuné. Donc, il dit, les réseaux sociaux compilent d'ailleurs ces drames, jamais démentis par les mises en cause, comme autant de pièces d'un puzzle interdit. Pour certains, c'est un mauvais sort, le pouvoir serait maudit, condamné à vivre ses derniers jours dans le sang. Pour d'autres, au contraire, ces morts sont intentionnelles, organisées selon un calendrier rituel destiné à alimenter le trône. À défaut de preuves judiciaires, les faits relèvent de la vérité sociale, ce que les Congolais croient, vivent et ressentent. Le silence des autorités renforce les soupçons. Les survivants politiques parlent à voix basse de rituels nocturnes, impila, de femmes disparues, de chambres scellées, des pratiques sexuelles contre nature. Rien n'est prouvé, tout est raconté. Et cela suffit à entretenir la confusion ou la peur. En tout cas, en 2010, au cours d'un panel organisé par la société civile à Genève, j'avais déjà ouvert le débat international sur l'instrumentalisation de la franc-maçonnerie en Afrique. Écoutez d'ailleurs le résumé que vous fait notre présentatrice Ingrid Flora. Chers auditeurs, ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé, lu par Ingrid Flora. Les organisations de la société civile africaine et de la diaspora ont analysé sans complaisance la situation des droits de l'homme sur la thématique de la gouvernance, les processus électoraux et la transition. L'intervention de Maître Maurice Massingo-Thiassé a porté sur l'instrumentalisation de la franc-maçonnerie comme un viol des droits de l'homme et de l'exercice du droit des peuples africains à disposer d'eux-mêmes. Voici quelques extraits de ce texte. Les Africains considèrent avec méfiance les francs-maçons, féticheurs, charlatans, vaudous, marabouts, nzumbi, ikisi et toute la sorcellerie africaine et indienne, devenus des ennemis de leur nation. Ils sont des violateurs des libertés des droits fondamentaux. Ces dictateurs à la tête des loges en Afrique ont réussi à piéger la maçonnerie. Les partis uniques au pouvoir ayant échoué et perdu leur crédibilité, la franc-maçonnerie est devenue le tremplin pour la conquête et la confiscation du pouvoir. Dans les loges africaines, on vénère les tyrans, devenus grands maîtres, et ces derniers rallient certains chefs traditionnels et notables à coups de millions de francs CFA. Certains corps d'état civil ou militaires deviennent en majorité maçons pour prouver leur fidélité au président grand maître. En réalité, ce n'est pas par fidélité, mais par peur, et ainsi préserver la vie, les acquis matériels et financiers. On comprend mieux dans ce climat le besoin pressant pour certains cadres et intellectuels de s'aliéner dans cette adhésion contre nature de leurs us et coutumes. Par conséquent, la franc-maçonnerie est défigurée et méconnaissable en Afrique et se transforme en véritable instrument de confiscation du pouvoir politique. Elle devient l'appareil idéologique d'État. La franc-maçonnerie occupe tous les leviers de l'administration. C'est aussi le bras armé de la rédaction
et des révisions constitutionnelles dans l'espace géographique de certains États africains. C'est elle enfin qui propose la présidence à vie et la gouvernance dynastique. Aujourd'hui, les francs-maçons en Afrique sont à l'origine des manipulations constitutionnelles et du règlement de la succession présidentielle et des gouvernements de transition. Le droit du peuple à disposer de lui-même et le droit de choisir son dirigeant sont bafoués et ignorés par les réseaux maçonniques qui organisent savamment des élections validées par des observateurs, approuvées par des obédiences. La franc-maçonnerie doit aider au développement, à la construction et non au pillage et à la destruction de l'Afrique. Les francs-maçons savent que la pauvreté n'est pas associée à la jouissance des droits de l'homme. La pauvreté est néfaste à la protection des droits de l'homme et constitue un déni des droits de l'homme et la négation du développement. L'extrême pauvreté en Afrique au milieu de la prospérité des hommes politiques est moralement inacceptable, politiquement non viable, économiquement stérile et démocratiquement insoutenable. La pauvreté constitue ainsi une violation des droits de l'homme parce qu'elle empêche à une personne ou à un peuple le droit de vivre dignement et de jouir librement des fruits du progrès social. La démocratie en Afrique ne peut s'épanouir que lorsque les droits de l'homme et le développement sont respectés. Les défenseurs des droits de l'homme devraient se préoccuper des discriminations que créent les francs-maçons africains qui s'arrogent tous les droits, réduisent les autres aux citoyens de seconde zone et pratiquant la désinformation qui encourage la médiocrité des citoyens. C'était le mot du président, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Oui, donc après avoir suivi ce résumé d'Ingrid Flora, je reviens justement sur l'observation de Gis Fortuné Bemba-Ndombe. En tout cas, un pays ne peut plus être dirigé comme une loge fermée ou un sanctuaire occulte. Il faut ramener le pouvoir temporel dans la lumière du droit, de la mémoire, de la responsabilité collective. La société congolaise est prête. Elle voit, elle sait, elle attend une alternance qui soit aussi purification, une sortie du cycle des sacrifices, un retour à la dignité politique. Car à force de saigner les siens, un régime finit par être vidé de son sang. Chaque mois ou presque, un frisson traverse la République du Congo dans l'ombre du pouvoir. Les rumeurs macabres s'épaississent, décès d'enfants, de femmes, de proches collaborateurs, le sang coule discrètement. Signe indien, malédiction, dynastique, loge ésotérique ou orchestration rituelle d'un pouvoir qui flirte depuis toujours avec l'invisible, mort naturelle. L'ésotérisme, la politique, les malheurs, une triade sous tension dans une société inculte où les populations deviennent naïves et prennent tout pour argent comptant. Même les chrétiens majoritaires du Congo préfèrent s'abreuver des inepties plutôt que de faire preuve de discernement à la lumière biblique. Tout est confus, alors que tout est distinct, comme dans la Trinité chrétienne, ayant des symboles et des missions distinctes. Rouge, comme la sorcellerie, le pouvoir ou des loges. Je poursuis donc l'observation de Gis Bemba-Ndombe. Donc, au Congo, on ne gouverne pas seulement avec des armes, des lois, des deals internationaux, on gouverne avec l'invisible, le sang, les symboles. Depuis 4 décennies, M. Sassou, président, revenu aux affaires après avoir marché sur des milliers de cadavres en 1997, est enveloppé d'une aura à la fois militaire, maçonnique et mystique. Ce dernier ne serait, selon des observateurs, pas simplement un stratège politique, mais un initié, membre présumé de loges ésotériques, dites rouges et noires, aux ramifications transcontinentales. Ces loges mélangent opaques de franc-maçonnerie africaine, des rites kabbalistiques révisités et des pratiques ancestrales. Seraient donc les creusets où se nouent pacte de sang, fidélité mystique et contrat de pouvoir. Le pouvoir rouge, il symbolise la puissance par le sacrifice, le noir, la domination par la peur,
la figure présidentielle y occuperait un rôle central à la fois grand maître et au front tutélaire. Donc, ces deux titres supposés que vient de nous évoquer Gis Mbemba, il s'agit donc de la Chambre rouge et Marche inversée. Le témoignage recueilli à demi-mot évoque plusieurs rites, comme l'offrande de l'ombre ou le déchaînement du feu noir, mais deux rites majeurs retiennent l'attention, le rite de la Chambre rouge et le rite de la Marche inversée. Je ne vous développe pas ces rites, cependant, je me permets de vous donner ce témoignage d'une dame qui a côtoyé en France le milieu de la franc-maçonnerie. Écoutons. Les gens qui rentrent en franc-maçonnerie, la plupart du temps, ils croient qu'ils sont vraiment appelés à faire du bien pour leur pays. Oui, c'est à peu près au 13e, 14e, 15e degré qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, ils sont en train de servir Satan. Mais c'est trop tard. Ils ont fait des serments degré après degré et se sont liés eux-mêmes et se sont mis des malédictions sur eux-mêmes. Si jamais ils disaient quoi que ce soit, etc., ils sont pris dans un engrenage dont ils n'arrivent pas à sortir. Vous savez, moi quand j'étais jeune, j'étais entouré de francs-maçons, je ne le savais pas. Parce que c'était vraiment tenu secret. Mon mari était franc-maçon, je ne le savais pas. Mon témoin à mon mariage était grand maître du Grand Orient de France, je ne le savais pas. J'étais entouré de francs-maçons, j'en savais rien. Pourquoi? Parce que le secret était vraiment bien caché. Maintenant, il ne se cache plus. En tout cas, de moins en moins. De moins en moins. Mais c'est impressionnant. Ils sont complètement liés et ça dure depuis des siècles. Puis ça va à des degrés dont j'ose à peine parler. Le vampirisme, la pédocriminalité qui est faite d'une manière épouvantable, qui commence à se dévoiler de plus en plus. Enfin, toutes les choses qui sont faites à Satan pour avoir le pouvoir sur Terre, l'argent sur Terre, les trucs. On est entouré, on voit que ça actuellement. Nous, on se rend très bien compte que tous les gouvernements du monde actuellement, ou presque, à part quelques pays qui ont vraiment des gouvernements chrétiens, et on voit la différence. Tous les gouvernements du monde sont achetés, sont corrompus, et puis surtout ils sont liés, plus que liés par les Illuminati, la franc-maçonnerie, puis la Rose-Croix, etc., etc. Donc il y en a beaucoup de trucs. Forum FM 105. Moi j'aime. Bonjour à toutes les personnes que vous allez convier à nous entendre et nous regarder. Je m'appelle Serge Abad Gallardo. Et j'ai été franc-maçon pendant 24 ans et pour ce qui est de mon profil professionnel, je suis aujourd'hui retraité. J'ai été architecte et j'ai fait une carrière de haut fonctionnaire. Voilà, je suis entré en franc-maçonnerie vers l'âge de 32 ou 33 ans, quelque chose comme ça. Et j'en suis sorti à l'âge de 57. Comme la plupart des personnes, je me posais des questions sur les raisons qui font que nous existons et que nous existons avec une conscience d'exister. La franc-maçonnerie m'a paru à l'époque un chemin, une voie possible pour essayer de trouver des réponses aux questions que je me posais. Donc c'est vrai que c'est plutôt à l'époque, en ce qui me concerne, une voie de recherche de spiritualité. Donc je suis rentré au droit humain, qui est une obédience internationale qui représente environ 17 à 18 000 membres en France et qui est une obédience mixte. Alors c'est un parcours du combattant. Il est très difficile d'entrer en franc-maçonnerie généralement. En tout cas, c'est relativement long. C'est difficile parce que en réalité, il faut en être digne, c'est-à-dire que vous êtes soumis à l'appréciation de la loge qui décide si oui ou non vous êtes digne de rentrer en franc-maçonnerie. Alors il y a des critères bien entendu, il y a une série d'enquêtes. Une fois que ces enquêtes ont été réalisées, vous êtes accepté ou pas, enfin du moins votre candidature, la prise en compte de la candidature est acceptée ou n'est pas acceptée. Et si elle est acceptée, à ce moment-là, il y a bien entendu un parcours encore qui continue. Vous êtes convoqué, on vous installe sur un siège et vous avez les yeux bandés. On vous bombarde de questions qui sont censées en fait permettre à la loge de mieux vous connaître. Et c'est un moment qui n'est pas très agréable. Ça signifie tout simplement que
cette loge dispose d'un maximum de renseignements sur vos options, alors que vous-même, vous ne savez rien. J'ai eu le grade de maître, j'ai occupé des postes d'officier en loge bleue, la plupart des postes d'ailleurs, jusqu'à celui de vénérable maître, qui est en réalité celui qui préside la loge. Et puis, quelques années plus tard, j'ai été, donc, comme on le dit, coopté dans les hauts grades. J'ai quitté les hauts grades à peu près au milieu du parcours. J'avais déjà obtenu le 12e degré et très prochainement, je devais arriver au 14e, 15e, 16e et 18e degré. Donc c'est à ce moment-là que j'ai quitté la franc-maçonnerie. J'ai une histoire personnelle. J'ai souhaité quitter l'emploi que j'avais à l'époque. J'ai fait une carrière dans la haute fonction publique territoriale et j'ai postulé à un emploi de direction départementale. J'ai reçu assez rapidement une réponse positive. Donc j'ai été embauché avec une date d'embauche ferme. Bien entendu, je me suis présenté. J'ai rencontré le président de l'organisme que je devais donc diriger et qui était un organisme de niveau départemental tout de même. Et là, évidemment, je suis entré dans le bureau du président en le vouvoyant, en lui donnant du « Monsieur le Président ». Il me tend la main et il me fait une poignée de main maçonnique. Et là, il me tutoie et il me dit « Assieds-toi mon frère, tu es dans quelle obédience ?» Et je lui ai dit que j'étais au droit humain et j'ai posé la question, là il n'y avait plus de Monsieur le Président, c'est « Et toi mon frère, dans quelle obédience es-tu » Réponse de sa part, je suis au Grand Orient. En fait, j'ai eu l'explication par la suite. Quand j'ai envoyé ma lettre de candidature, j'avais une signature maçonnique à l'époque, qu'il a bien entendu décryptée. Il a dû prendre un certain nombre de renseignements sur moi, puisque je pense qu'il ne m'a pas embauché complètement à l'aveuglette. Ces renseignements plus mon CV ont suffi à me faire embaucher sans le moindre entretien d'embauche. Voilà. Quand je me suis retrouvé en fonction, j'ai regardé bien entendu les candidats qui étaient mes concurrents et je peux vous dire que certains étaient meilleurs que moi. Confirmer que la franc-maçonnerie est bien luciférienne, je cite, c'est un texte maçonnique. La séduction d'Ève par le serpent, on parle bien de Satan, hein, là, fait allusion aux principes fondamentaux de toute initiation. Voilà, je crois que ça se passe de commentaires. Une personne normalement intelligente peut comprendre que la franc-maçonnerie est luciférienne, même si elle ne le dit pas ouvertement en public. La première prise de conscience que j'ai pu avoir de l'aspect luciférien de la franc-maçonnerie est intervenue au grade de maître. Bien entendu, par la suite, je n'y ai pas prêté vraiment attention, et il n'y a que lorsque j'ai retrouvé la foi, lorsque j'ai fréquenté à nouveau l'église et que j'ai observé la liturgie catholique, que j'ai pu comprendre à quel point la franc-maçonnerie était un danger pour l'âme, un danger pour le salut, et en même temps qu'elle possédait un aspect purement luciférien, pour ne pas dire satanique, puisque Lucifer et Satan sont le même personnage, et que la franc-maçonnerie fait la distinction qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Alors, qu'est-ce qui se passe au grade de maître ? Bon, je ne vais pas dévoiler tout le rituel, puisque ça serait trop long, non pas parce que je le dévoile dans mes livres, hein, pour les personnes qui sont intéressées, mais il y a une sorte de psychodrame, et vous jouez dans ce psychodrame le rôle d'Hiram. Hiram est le héros de la franc-maçonnerie. En deux mots, Hiram est tué par des mauvais compagnons. Et vous jouez le rôle d'Hiram et vous mourrez, c'est-à-dire bien entendu c'est une mort symbolique. On vient vous relever et en fait il se passe à ce moment-là une sorte de réincarnation. Il ne s'agit pas de résurrection, il s'agit d'une réincarnation et ça je le démontre dans mes livres sur la foi de rituels et de textes maçonniques. Hiram, le héros maçonnique, se réincarne dans le nouveau maître. Et on vous prononce à l'oreille deux mots, le mot de passe et le mot sacré des maîtres. Vous savez que les francs-maçons ont des mots de passe et des mots sacrés, des mots secrets même, qui permettent de reconnaître la qualité maçonnique d'une personne et qui permettent également d'attester du grade que vous possédez ou que vous revendiquez. Un apprenti ou un compagnon ne pourront jamais se prétendre maître puisqu'ils ne connaissent pas ces mots.
Et lorsqu'on vous relève et que la cérémonie vous redonne vie en tant que nouvel Hiram, eh bien, on vous dit à l'oreille, Tubal-Caïn, Moabon. Tubal-Caïn, c'est le mot de passe, et Moabon est le mot sacré. Alors, qui est Tubal-Caïn? Tubal-Caïn, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on ne peut comprendre la franc-maçonnerie qu'à travers une recherche personnelle et les yeux de la foi. Si on regarde le chapitre 4 de la Genèse, Tubal-Caïn est un descendant de Caïn. Là, je cite un texte maçonnique. Tubal-Caïn, le forgeron, travaille les métaux et s'inscrit spirituellement comme continuateur de la lignée caïnite. Tant que vous n'avez pas la foi, ça ne pose pas de gros problèmes. Être un continuateur spirituel de Caïn, ça n'est pas trop gênant, surtout si on ne croit pas. En revanche, si je cite par exemple les commentaires de la Bible de Jérusalem sous Genèse chapitre 4, eh bien, je cite là aussi, la succession des enfantements depuis Caïn manifeste la transmission du péché de génération en génération. Donc on s'aperçoit que finalement le nouveau maître, le franc-maçon qui devient un nouveau maître, devient un continuateur spirituel de la lignée de Caïn. Le deuxième mot, c'est Moabon. Moabon veut dire, selon la franc-maçonnerie, moi je n'ai aucune culture hébraïque, mais selon la franc-maçonnerie, Moabon signifie, entre autres, il y a plusieurs explications, mais entre autres, fils du Père. Donc, lorsque vous devenez maître, vous êtes le fils du Père, qui est en même temps le continuateur ou celui qui est à l'origine, on va dire, de la lignée spirituelle de Caïn, en d'autres termes, le démon. Puisque nous savons tous, lorsque nous sommes chrétiens, que Caïn a été inspiré par Satan et que c'est un meurtrier, c'est celui qui tue le juste. Donc vous imaginez bien que lorsque vous devenez maître, vous portez un poids conséquent qui n'est pas forcément un poids de lumière au sens où l'entend l'Église catholique. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Ouais, quand même, il est question quand même qu'on développe, comme l'a fait Gis Bemba Ndombe, le rite de la chambre rouge pratiqué dans certaines résidences d'État ou villas privées consisterait en une mise en scène sacrificielle impliquant une pièce close tapissée de drap rouge éclairée à la chandelle où une offrande souvent féminine ou juvénile serait présentée devant un autel noir gravé de symboles mêlant chien du Kébé-Kébé et iconographie maçonnique. Ce rituel serait pratiqué lors de grandes échéances politiques ou de renouvellement de cycles présidentiels. Le rite de la marche inversée, quant à lui, est un rituel nocturne effectué à l'approche d'événements sensibles durant lequel les initiés marcheraient à reculons autour d'un cercle symbolique récitant des incantations en langue ancienne Yombe Teke Umbush, tenant en main une opale noire ou un talisman imbibé de sang. Ce rite viserait à inverser les malédictions ou à renvoyer les menaces mystiques à leurs auteurs supposés. Une symbiose troublante avec les rites ancestraux mouches. L'environnement mystico-politique du pouvoir de Sassou s'est largement nourri des traditions du Nord Congo, notamment des pratiques initiatiques mouchi. Trois éléments reviennent fréquemment dans les récits, c'est-à-dire l'Anzimba, le Hossa, Apalé et le Kébé-Kébé. L'Anzimba est une société secrète traditionnelle à la fois éducative et ésotérique qui encadrait la transmission du pouvoir et des secrets communautaires. Elle formait les jeunes initiés aux arts du camouflage, du silence et du contrôle psychique. D'ailleurs, Sassou Nguesso en parle dans son ouvrage quand il a été initié à 10 ans. Vous souvenez-vous, j'en ai parlé au cours d'une émission. Donc je poursuis cette réflexion de Gis Ndombe Mbemba. Cette secte donc de rituel principal à dominance sacrificielle est pointée de doigt d'enlèvement des personnes et les tuant
en les mutilant. Certains cadres actuels du régime en seraient issus, notamment de la cuvette ouest et dans la Sangha. Le sud du Congo n'est pas exclu des crimes rituels qui connaissent la recrudescence à l'approche de chaque élection, mais aussi en temps normal pour s'attirer l'influence, argent et fonction. Donc, Gis Bembandombe cite Isidore Mvuba, par exemple, dans un scandale qui avait entraîné un massacre de 8 femmes amputées des yeux, cœur, partie génitale. Pour sa part, il parle aussi de le Ossa à Palais, qui est un rite de sacrifice des sociétés secrètes Mondo, et au Toté, Kouyou, au Tuere, Moshi, au Nya, Bagangulu, et la forme la plus aboutie du pouvoir ultime dans les pays Moshi. Dans ce rituel, une jeune fille vierge est abattue et épouvantée jusqu'à l'effroi le plus absolu pour recueillir son liquide céphalo-rachidien, breuvage de divination et de décuplement des facultés psychiques à un niveau sans équivalent. Enfin, le Kébé-Kébé, selon le poète Daniel Isaac Itoa, est une danse rituelle d'origine métaphysique, souvent reprise de façon cryptée dans les cérémonies privées du pouvoir. Elle symbolise la protection du chef par la force occulte des syncrétismes des plus faibles comme barrière contre la défaite. Il est placé sous l'autorité du serpent noir, Odi, triomphant dans la montée de l'arbre du monde, symbole du recours aux forces chtoniennes les plus basses. Donc la question centrale est moins celle de la véracité des faits que de la logique qui les rend crédibles. Dans une société où la mémoire coloniale a détruit les repères spirituels traditionnels sans les remplacer, la sorcellerie est devenue un langage de pouvoir. Elle n'est pas qu'une superstition, elle est une technologie de domination, un mode de régulation sociale, une scénographie du sacré noir. Merci donc à Gis Ndombe Bemba pour cette réflexion qu'il a mis à notre disposition, qui en tout cas qui m'a permis de rebondir. Je reprends justement cette réflexion, comme je l'ai dit, faite depuis 2010. En tout cas, les pratiques magico-sorcières et maçonniques portent atteinte à l'intégrité physique et mentale de l'individu. Nous le disons en tant que défenseurs des droits de l'homme, parce que la société reste inégalitaire, vous le savez, par essence, et les gens dépourvus, ils sont souvent des menteurs, des nécessiteux et des haineux. Ceux qui ne peuvent user de la médisance et de la calomnie utilisent souvent aussi la manière forte. Le phénomène donc de la sorcellerie. En Afrique donc en général et au Congo en particulier, ce phénomène est de plus en plus répandu. L'homme politique l'entretient pour accéder à des postes de responsabilité ou pour se maintenir à une fonction. Certains l'utilisent jusqu'à l'élimination physique. Le tribunal coutumier mal organisé et l'exorcisme ne suffisent plus pour diminuer ce phénomène des sorciers. Car la sorcellerie, la magie, le charlatanisme, et aujourd'hui la magie ou le phénomène de la franc-maçonnerie sont des pratiques qui portent atteinte à l'intégrité physique et mentale et à la propriété. Ce sont des problèmes de société négligés par les pouvoirs publics. L'individu doit être protégé face à toutes ces pratiques, notamment la prolifération des sectes représente un danger pour les individus faibles sans discernement, facilement influençables. Ainsi, l'on constate des nombreuses extorsions de fonds par contrainte. Comprendre par contrainte, la contrainte, c'est-à-dire résulte des menaces dirigées contre une personne faible en lui inspirant la crainte de mauvais sorts ou encore lui promettant un avenir meilleur par des pratiques connues de l'homosexualité, la pédophilie ou que sais-je encore. Les adeptes des sectes, les charlatans, des guérisseurs, des marabouts peuvent s'exposer au délit d'abus de confiance ou encore d'escroquerie. Les francs-maçons africains, les charlatans et les marabouts sont souvent les manipulateurs de malheur des gens.
Il propose un bien-être immédiat. Les maîtres maçons africains sont comme des gourous, des leaders charismatiques, ayant des buts politico-religieux ambigus, une forte discipline, un endoctrinement intensif, un ésotérisme parfois inquiétant, un besoin de communication, de don de soi, de point de repère, le dépaysement qui explique la fascination que les sectes exercent chez les gens démunis, désœuvrés ou faibles. En tout cas, les déviations dans la prière, comme les lieux de prière se multiplient dans les quartiers, dans les villes, les villages, les croyants chrétiens, musulmans ou autres révèlent à d'autres croyants d'origine de leur maladie, soit, ou de leurs difficultés. Ils dénoncent souvent aussi un membre de famille, un oncle, un père, une mère, un frère, un oncle, une sœur, une tante, un voisin, un collègue de travail ou même une connaissance. La suite, ce sont des disputes interminables, les bagarres, les divisions, les empoisonnements devenus à la mode, les assassinats dans les familles. Il faut donc souligner que les auteurs de ces révélations sont des tortionnaires et des assassins. Certains croyants, certes, opèrent des guérisons, parce que les témoignages sont là, véhiculés par un nombre de personnes qui affirment avoir été guéries elles-mêmes ou avoir été témoins de telles guérisons opérées devant leurs yeux. Nous reconnaissons tout de même que la prière de guérison est normale et légitime. Mais quand chez une personne ou dans un groupe, elle devient l'unique type de prière, cette prière devient dangereuse et demande d'être purifiée et complétée. Il faut donc reconnaître le crime ou le délit de sorcellerie dans notre droit pénal. Ainsi donc, pour ma part, je propose qu'on s'achemine vers une reconnaissance du crime ou du délit de sorcellerie. D'ailleurs, je me souviens, il y a 35 ans, plus de 35 ans, lorsque j'ai publié mon ouvrage « Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique ?» et j'avais remis un exemplaire à Placide Lenga et j'avais dit que mon prochain ouvrage parlerait du délit de sorcellerie parce que cela manque dans nos différentes législations et surtout dans le droit pénal. Donc après il m'a dit il faut exiger l'intention coupable de la personne. Et oui, mais bien sûr. Et je lui ai dit, oui, bien sûr, il sera exigé. Il sera pour cela exigé l'intention coupable de la personne qui agit dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique et mentale ou morale de l'individu. La justice pourra donc s'appuyer, comme cela se fait, à la justice coutumière, aux experts qui ne sont autres que des médiums et les autres personnes susceptibles d'apporter l'élément matériel. Il faut aussi que dans une société de droit, tous les actes attentatoires à l'intégrité physique ou morale de l'individu soient réprimés. En tout cas, merci, je pense que vous serez nombreux à distribuer cet article qui fait référence à la franc-maçonnerie, comment les pratiques des maçons menacent notre intégrité physique et notre intégrité mentale, morale. Parce que ça fait partie des droits de l'homme, comme je l'ai dit, le droit à la vie. Merci beaucoup, donc à bientôt. Je pense que la prochaine émission, nous serons avec Fernand Mathias Ndala pour vous parler justement de Aimé Emmanuel Yoka, parce que Maître Maudit Leno s'était également confié à nous, comment il avait aidé Aimé Emmanuel Yoka, et même comment il avait soutenu pour devenir député à Vinza. Merci. Allez, à bientôt. Démocratie et bonami l'angiteo, droit de l'homme, mon fille Tony Makambo. Solide, Radio Forum FM.
très hospitalier. Battez-moi chassez, vous aime bien. Moi de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute.